Bonsoir et bienvenue dans cette émission du 24 octobre 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis indépendant et donc complètement libre de mes propos. Aujourd'hui, je vais nous inviter à une réflexion autour de la politique du hachoir, qui est actuellement mise en œuvre par les élites perverses qui gouvernent à notre encontre et aux implications de cette stratégie, notamment sur notre état d'esprit et sur notre état intérieur. Ce sera l'occasion pour moi de rappeler que si je m'essaye ici à faire du journalisme citoyen, je ne vois pas cette chaîne comme un endroit où commenter l'actualité au jour le jour. Je ne fais pas un travail d'actualité ou de journalisme. Le sens de mon activité ici, c'est de proposer des perspectives sur les choses. Et l'anthropologie est une discipline très facilitante, étant donné qu'on prend toujours du recul, qu'on s'excentre, qu'on regarde des réalités humaines depuis un certain point de vue qu'on fait varier. Mon but, c'est effectivement, là où nous sommes en général pris dans une bulle d'information telle qu'elle est façonnée par les médias et les réseaux sociaux, de vous décentrer, de vous amener autre part en disant si on regarde les massacres abominables qui ont eu lieu en Israël et les bombardements abominables qui ont lieu sur les populations civiles depuis le point de vue d'une jeune femme qui a elle-même réchappé à un massacre du côté israélien en écoutant ce qu'elle nous dit, qu'est-ce que ça fait pour nous? Qu'est-ce que ça nous aide à ouvrir dans nos compréhensions par rapport aux caricatures de pensée dans lesquelles nous sommes invités à tomber? Et donc, je vais vous proposer aujourd'hui une réflexion en partant de cette réalité que nous vivons réellement une époque démoniaque. Il y a quelque chose de démoniaque à l'heure actuelle. Alors, je ne suis pas théologien, je ne vais pas me réclamer d'une foi quelconque, mais si on observe attentivement la manière dont, par exemple, notre tradition judéo-chrétienne décrit Satan, le diable, et je trouve vraiment que les épithètes et les qualificatifs sont intéressants pour comprendre la dynamique du vivant dont il s'agit, il est souvent décrit comme étant le père du mensonge. Comme un manipulateur pervers, le mensonge et la vérité ne font aucune différence, c'est le résultat qui compte. Et s'il faut dire un mensonge pour obtenir un résultat, c'est parfaitement OK. Là où quelqu'un qui n'est pas pervers ou démoniaque aura des scrupules et de la culpabilité. Une autre épithète courante, c'est l'ennemi du genre humain. C'est celui qui n'aime pas l'humanité, qui n'aime pas la sensibilité et la compassion, et qui donc cherche à déshumaniser les gens et les situations, et bien sûr celui qui divise. Le diviseur. Shakespeare avait eu cette phrase qui est de circonstance pour nous, l'enfer est vide et tous les démons sont sur terre, et donc c'est dans l'observation et le décryptage de ces forces de division que je vais nous inviter aujourd'hui. En rappelant un certain nombre de choses, déjà ces inversions permanentes, obscènes avec le mépris des classes dirigeantes, donc la fin de l'abondance alors même que les budgets de l'Élysée ou des fêtes à Versailles atteignent des sommets jamais atteints, cette obsession de l'époque pour le laid, pour le dépraver, pour le déshumaniser, beaucoup utilisée dans les défilés de mode et avec une attaque très frontale contre le christianisme. S'il fallait à tout prix souiller, offenser, traîner dans la boue les racines et l'héritage chrétien, et vraiment de manière un peu obsessionnelle. Et puis bien sûr, cette attaque sur les enfants, qu'on voit de plus en plus, et avec notamment cette idéologie délirante qui cherche à les exposer à de la sexualité adulte, là où les enfants n'ont pas à être exposés à de la sexualité adulte, point. En aucune façon, ça viendra quand ça viendra, mais on sent qu'il y a un angle d'attaque particulier. Et puis comme toujours, ces licences invraisemblables et ces retournements, ces inversions accusatoires, ces choses qui rendent fou à vrai dire, comme Macron qui décide que ça serait bien de donner des cours d'empathie à l'école. Peut-être qu'il serait le premier à devoir retourner sur les bancs d'école et peut-être qu'on pourrait lui trouver une autre maîtresse que Brigitte Macron. Et puis la guerre est présentée comme la paix, donc Ursula von der Leyen reçoit des prix pour la paix alors qu'elle a envoyé se faire trucider des centaines de milliers d'Ukrainiens et que maintenant elle semble avoir très envie d'envoyer des Israéliens et des Palestiniens s'entretuer.
Et tout ceci générant évidemment un état de choc traumatique du fait de la répétition des chocs et des traumatismes, hein, et que je trouve cette image résume particulièrement bien. Ou celle-ci, hein, ça veut dire « je vais bien » en anglais, et effectivement nous sommes tous en quelque sorte exsangues, car en réalité nous sommes soumis à la stratégie du hachoir. De quoi s'agit-il? Il s'agit de hacher menu le corps social et les groupes d'appartenance en variant les angles et en infligeant une succession de blessures. À partir d'un constat qui, bien sûr, est très objectif, qui est que, quelle que soit la qualité de la relation que nous entretenions avec n'importe quel de nos proches, de nos connaissances ou de nos amis, on trouvera toujours des sujets sur lesquels nous pouvons entrer en conflit. C'est-à-dire, là où le désaccord n'est plus vu comme respectable, tu vois les choses comme tu les vois et moi je vois comme je les vois, et même fécond, dis-moi comment tu comprends les choses, parce que moi ça va m'aider à cheminer dans mon propre cheminement de réflexion, mais voilà, tu as tort, c'est honteux, tu ne dois pas penser comme ça, moi je sais et toi tu ne sais pas, et en identifiant des sujets, des pommes de discorde successives, et en variant les angles en permanence, eh bien, on arrive à hacher menu la société, et c'est ce dans quoi on est aujourd'hui. Donc pendant le Covid, évidemment que le but était d'aliéner la masse à des mesures absurdes et à une prise de risque, à vrai dire insupportable pour leur santé, en mettant toute la faute et le blâme sur ceux qui résistaient. Eh bien, on voit aujourd'hui qu'avec le conflit israélo-palestinien, c'est une autre stratégie qui est utilisée, et que ces deux camps qui s'étaient façonnés de manière assez naturelle sont en train de voler en éclats, et il y aura encore d'autres crises qui seront amenées. Et tout ceci constitue, d'après le psychiatre américain Peter Breggin, l'aboutissement de 100 ans de torture psychologique. C'est-à-dire qu'il s'est penché sur tous ces savoir-faire dramatiques de la manipulation psychologique et de la torture psychologique qui a été utilisée, bien sûr, dans des cadres militaires développés et après appliqués à des populations civiles, et en disant ce que nous venons de vivre est la culmination de ce siècle d'expériences terribles et avec une intentionnalité évidente. Donc bien sûr, les problèmes ils sont réels, le conflit israélo-palestinien ne date pas d'hier, mais on voit que dans la succession d'événements, d'abord, les médias savent sur quoi mettre la lumière à un moment donné pour que tout le monde soit préoccupé avec ça. Et puis existe la question de l'instrumentalisation, voire de la création d'incidents. Et je rappelle quand même que les données sur l'absence de réactivité de l'armée israélienne, alors même que le gouvernement avait reçu des infos 1 semaine à l'avance, 3 jours à l'avance, 2 jours à l'avance, que le plan d'attaque du Hamas avait été détaillé sur des chaînes télévisées proches de ces mouvements-là, laisse quand même supposer à un certain nombre d'analystes, je n'en sais rien, mais qu'il est tout à fait probable que ce terrible massacre en terre israélienne ait été créé de toutes parts avec l'aval de l'État profond américain et israélien pour pouvoir générer tout ce qui s'en est suivi. Mais que cela soit orchestré ou non, peu importe. La manière dont c'est instrumentalisé après par les médias et les politiques est exactement la même. Et avec toujours cette question qui revient, qui est celle de la loyauté. Il s'agit de scinder la population et de la cliver en disant « vous ne pouvez pas ne pas prendre parti ». Si vous ne prenez pas parti, alors vous participez soit au nazisme d'un côté, soit au nazisme de l'autre. Et on voit émerger l'intolérance, c'est-à-dire que le refus d'autrui d'entrer dans ces logiques qui sont des logiques clivées, qui sont des logiques mortifères, parce qu'on perd tout un pan de la réalité, conduisent à de l'intolérance et à des exigences inhumaines. Tout ceci dans un contexte de manipulation permanente avec inversion de la vérité. Alors, pour la fine bouche, je nous ai trouvé une petite séquence d'1 minute qui met bien en lumière la réalité de cette manipulation perverse et de tout ce que je viens de dire, inversion de la vérité, inversion accusatoire et culpabilisation, persécution de la population qui ne tombe pas dans le panneau. On comprend très bien que des parents se disent « Après tout, c'est plus douloureux pour moi d'emmener mon enfant se faire vacciner et d'avoir un micro-doute sur le fait qu'il y ait une chance sur 3 millions qu'il ait une thrombose. Mais au moins,
je préfère tenter le diable plutôt que de prendre ce risque-là, parce que moi, je ne me sentirais pas responsable. Mais ils doivent, ces parents-là, se demander, demain, on sait que les plus jeunes commencent à être touchés. Et demain, les plus jeunes feront aussi de plus en plus des formes graves. Ce virus viendra jusqu'à ce qu'il ait, encore une fois, traversé tout le monde. Il faut demain qu'ils se demandent si leur enfant est malade, s'il a un Covid long, s'il est handicapé à vie ou s'il meurt, comment ils vivront le fait de ne pas l'avoir protégé. Voilà, donc vous voyez, tout est faux dans ce qu'elle dit. Tout est faux. Et précisément parce que les enfants ne font pas de formes graves et ne meurent pas du Covid, pas du tout, ça veut dire que le soi-disant bénéfice-risque de l'injection ne peut être que nul si ça ne protège de rien de grave qui pourrait se passer. Et donc, on voit toute l'intox. Et l'été passé, enfin, l'OMS a reconnu qu'elle ne recommandait pas l'injection génique expérimentale pour les enfants en bonne santé, mais on voit toute cette malveillance, alors qu'il est très doucereuse et très polie comme ça, et un peu sucrée, mais c'est extraordinairement insidieux. Et le risque pour nous qui sommes dans la résistance, c'est que dans ce climat de suspicion, de dénigrement et d'attaque permanente, eh bien nous nous positionnions en miroir de ce que nous subissons. Et voilà, on n'arrête pas de... Il y a des ragots qui circulent, il y a des soupçons qui sont énoncés. Je vous donne un extrait d'un texte que j'ai reçu tout à l'heure de quelqu'un qui me disait « Mais prenez garde à Idriss Aberkane, c'est un franc-maçon. » Bon, et alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je m'en fiche. Et puis voyez ce que la personne entendait me faire lire. Nouvelle coqueluche des débiles mentaux en mal de spectacle chiacidant, le bellâtre magréboïde Idriss Aberkane se fait mousser en ce moment à travers ses clashs avec des fact-checkers. Et quand j'ai répondu à la personne, mais vous prenez les 3 premières lignes et vous comprenez que je n'entre même pas en matière. Si c'est injurieux, si c'est irrespectueux, si c'est dénigrant, je n'entre pas en matière. Et là, j'ai eu droit à l'objection. Vous vous focalisez sur la forme, mais pas sur le fond. Mais non, de la malveillance de cette nature, c'est pas de la forme, c'est du fond. Et donc, on voit ça malheureusement aujourd'hui à beaucoup d'endroits. Et en rappelant l'abjection de la déshumanisation dans laquelle nous sommes, j'ai envie de rappeler la mémoire de Daria Dugina, qui est cette jeune philosophe francophile, francophone, qui a vécu à Paris pendant longtemps, qui a été assassinée par les services ukrainiens et la CIA dans une explosion à la bombe de sa voiture. Et je veux dire, c'est juste abominable. Je ne crois pas avoir entendu qui que ce soit en Occident dire qu'on ne peut pas faire des choses pareilles. Alors son père est un philosophe influent en Russie. On dit qu'il a l'oreille de Poutine, mais les Russes ne sont pas tellement d'accord, ou les personnes qui vivent en Russie avec lesquelles je me suis entretenu. Mais quoi qu'il en soit, on n'assassine pas une jeune femme parce qu'on n'aime pas les idées de son père. Et aujourd'hui, ce genre de réalité, ce genre de barbarie est complètement banalisé en Occident. Alors en ce qui concerne la résistance, donc je vous ai pas mal parlé des travaux de Robert Malone autour de la guerre de 5e génération, il a repris le concept évidemment de militaire, mais il faut savoir que Malone a déposé une plainte pour diffamation à hauteur de 25 millions de dollars contre Peter Breggin, qui est ce fameux psychiatre qui est aussi dans la résistance et qui lui parle des prédateurs globaux. Et en fait, il y a un conflit idéologique ou doctrinal qui est que Peter Breggin conteste énormément l'hypothèse Matthias Despet et Robert Malone sur la formation de masse, qui dit en substance qu'il s'agit d'un phénomène systémique global et que quand il y a une forte anxiété sociale et que les gens sont bousculés par des forces de manipulation, ce genre de phénomène se produit. Et pour Breggin, le danger, c'est que précisément on exonère en quelque sorte ceux qui sont à la manœuvre, alors qu'il y a toute une perversité agissante qui organise ça. Et donc Breggin trouve que l'approche de Desmet et Malone n'est pas la bonne. Peut-être, mais le résultat, c'est que Malone attaque pour 25 millions de dollars de dommages et intérêts Breggin, et Breggin du coup dit « Mais regardez, Malone qui prétend présenter ce qu'est une guerre de 5e génération est en fait en train d'utiliser tous les outils dans les présentations qu'il donne et contre des gens comme moi, et donc évidemment c'est de l'opposition contrôlée. » Alors savoir aussi que Malone a également attaqué le docteur McCullough et Harvey Risch, qui sont 2 médecins de très très grand renom. Alors, je ne connais pas le fond de l'histoire, mais vous voyez comme il est facile de se bouffer le nez
Et alors qu'en toute bonne logique, on devrait pouvoir faire coexister ces deux hypothèses, il y a des prédateurs globaux, bien sûr, des psychopathes en col blanc qui organisent tout ça, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir une formation de masse. Mais là, on voit qu'on tombe dans cette intolérance. Et donc, les grands dangers qui nous menacent dans la résistance, c'est le fait d'avoir des certitudes qui conduisent à une fermeture d'esprit. J'ai tout compris, je sais mieux que les autres, ce que dit l'autre ne peut pas être juste vu que ça n'est pas conforme à ce que je pense moi-même. Et puis, avec le risque de commencer à se présenter comme étant un expert en toute chose. Donc je peux traiter de tout. Même si je suis anthropologue, je peux traiter de virologie, je peux traiter de biochimie expérimentale, de nanoparticules, de que sais-je. Non, ce ne sont pas des domaines dans lesquels j'ai une compétence. Et puis à l'inverse, d'exclure tout avis différent du mien dans mon domaine. Non, mais attendez, moi je connais mon truc, hein, c'est moi l'anthropologue, donc si quelqu'un me dit quelque chose qui va contrarier mes convictions, je ne peux même pas prendre la peine de l'écouter. Et donc, il faut bien mesurer que nous sommes soumis aussi à un stress immense. Déjà du fait de toutes les attaques que nous avons subies, bien sûr, mais également du fait des projections positives. Comme les gens, un certain nombre de personnes apprécient ce que nous faisons et écoutent ce que nous disons, nous sommes l'objet de beaucoup d'appréciation et ça peut devenir très, très périlleux sur le plan narcissique. De surcroît, en considérant qu'à part Didier Raoult, Christian Perron, Alexandra Henrion-Caude et Martin Zizi, par exemple, dans la résistance francophone, aucun d'entre nous n'étions une sommité. Moi, je n'étais pas une sommité en anthropologie. Et on peut voir ça des autres médecins, philosophes, statisticiens, psychologues qui sont impliqués. Nous n'étions pas des sommités. Et maintenant que nous sommes un peu mis en lumière, existerait le risque de singer des positions de dominance. Je suis désormais une sommité, et donc jouer à la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Et un bon garde-fou par rapport à ça, c'est vraiment ce repère, je peux me tromper. Et un de mes maîtres à penser, Michel Maffezoli, avec son côté délicieusement facétieux, mais il est tellement brillant et pertinent dans ses analyses, dit toujours avec son air un peu goguenard, bien sûr, je peux me tromper, mais... Et c'est d'autant plus délicieux que c'est vrai. Donc toujours garder à l'esprit qu'aucun d'entre nous n'a la science infuse, même dans notre propre domaine, et au fond ce que cela reflète, c'est une crise de l'expertise. Les experts de plateau disent n'importe quoi, ils se trompent de manière lourdingue, et en fait c'est intéressant d'en revenir à l'étymologie. Vous voyez, pour le dictionnaire de l'Académie du XVIIe siècle, expert ça veut dire quoi? Ça veut dire fort versé, fort expérimenté en quelque art qui s'apprend par expérience. Mais ça vient du latin expertus, de experiri, qui veut dire éprouver, qui a fait ses preuves. Et donc un expert, un vrai expert, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Maintenant, ça n'est pas parce qu'on est un expert dans un domaine que ça nous met à l'abri de nous tromper. Au contraire, les meilleurs experts se trompent. John Ioannidis, pour qui j'ai une très grande admiration, s'est trompé magistralement sur la question de l'injection génique expérimentale. Il donne l'impression de n'avoir même pas vu les fraudes qui figurent dans les études Pfizer. Maintenant, ça ne m'empêche pas de l'admirer. Mais c'est juste qu'à cet endroit, tout expert qu'il soit, à mon sens, il se trompe. Et après, ce qui est intéressant, le cas échéant, c'est de discuter de part et d'autre de l'impression qu'on a d'être plus ou moins dans le juste, plus ou moins dans le véridique ou le vraisemblable. Mais donc je sens aujourd'hui un état de crispation tel, nous sommes dans la machine à laver de la propagande médiatique et de ceux qui nous infligent en nous soumettant à des stimuli à répétition qui sont invivables à vrai dire par rapport à notre humanité, et ça vient nous chercher très profond. Presque, mais c'est quoi le sens de cette vie sur Terre si partout où on se tourne, les choses sont aussi cauchemardesques? Donc, je préfère comme ça le souligner, mais la réalité de cette crise dans laquelle nous sommes, car c'est ça la vraie crise, avec un dessin humoristique, mais ça pose la question de notre désir de vivre et du sens que nous souhaitons créer ensemble pour
qu'est-ce que c'est de vivre en tant qu'être humain sur cette terre. Et j'ai déjà mentionné comment, par exemple, beaucoup de femmes, mais d'hommes aussi, dans les plus jeunes générations, s'interrogent sur l'intérêt de procréer, de donner naissance dans un monde devenu aussi fou. Donc c'est vraiment que ce sont les fondamentaux de notre humanité et du vivant qui sont touchés. Alors, il faut savoir que les fronts bougent. Je consacrerai les autres émissions de la semaine à ce qu'il se passe actuellement autour de NewsGuard. NewsGuard, c'est en fait une émanation de l'état profond qui polarise tout le champ médiatique. Alors, il ne nous a pas échappé que les médias sont une catastrophe. Ils ne font plus leur travail et ils sont les principaux responsables, à vrai dire. Car s'ils tenaient bon, s'ils avaient tenu bon, eh bien, nous aurions été à l'abri de vivre des abominations pareilles. Mais le problème, c'est qu'ils sont eux-mêmes sous une très très forte influence. Et c'est donc ce que nous verrons à travers le décryptage du rôle joué par NewsGuard et les tensions existantes, notamment entre l'Union européenne et Elon Musk à ce sujet. Maintenant, pour revenir au fond de mon propos, j'ai trouvé ce texte sur Internet, je ne sais pas d'où il émane. Si quelqu'un le sait, merci de me mettre un commentaire, mais je le trouve magnifique. Il dit « hallucinant ». Nous traversons une époque hallucinante. Une période de dégénérescence globale de l'humanité jamais atteinte. Et pourtant, paradoxalement, les gens n'ont jamais été aussi informés, aussi conscients d'être manipulés par une caste de privilégiés, eux-mêmes manipulés par des psychopathes qui se sont accaparés toutes les richesses et les États. Nous touchons au paroxysme d'une aberration. Comment une population tout entière peut-elle rester impassible, tout en sachant que par son apathie, elle confie un pouvoir quasi illimité à une bande d'ordures comme jamais la Terre n'en a porté? La plupart des gens ont conscience que la France est contrôlée par des criminels, mais pratiquement personne ne bouge. Alors il y a eu l'état de sidération dans un premier temps, et aujourd'hui, il y a cet état de diffraction. Nous sommes tous éclatés, nous sommes atomisés intérieurement, et notamment du fait de l'efficacité de la stratégie du hachoir, et ce qui nous conduit à perdre de vue la prise de conscience, mais aussi la responsabilité que, comme le relevait Pierre Kropotkin, une référence sacrément solide, les libertés ne se donnent pas, elles se prennent. À demain. Merci.